Bienvenue au cinéma L'Arlequin. Je profite pour remercier le revue L'Histoire. Sa rédactrice en chef est présente ce soir. Je remercie également Antoine Debec, le réalisateur Guillaume Niclou, qui seront là après la séance pour discuter avec vous, échanger avec vous autour du film. Et je vous laisse désormais prendre la parole pour la revue L'Histoire. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. Merci donc au cinéma L'Arlequin qui nous accueille régulièrement quand même pour ces séances du Ciné-Club de l'Histoire. Je reconnais dans la salle beaucoup de fidèles depuis plus de 15 ans maintenant de ce Ciné-Club qui est plutôt ancré au Champeau, mais qui est assez souvent ici et pour de très très belles séances. Donc ce soir, Sarah Bernard, la Divine, c'est un film que nous avons eu le plaisir de présenter déjà au Festival de Pessac et qui est un très joli film. Sarah Bernard, évidemment, on la connaît, on l'a célébré avec un certain tonus son anniversaire, une très belle exposition que vous avez peut-être vue au Petit Palais, une pièce aussi en ce moment au Théâtre du Palais Royal. C'est assez difficile de s'attaquer à un pareil mythe, une star internationale, une tragédienne universellement connue, qui traîne derrière elle beaucoup de légendes. Cependant, je vais vous laisser découvrir le film. Ça n'est pas un biopic, c'est un choix délibéré qui a été fait par Guillaume Niclou et par sa scénariste, de se centrer sur quelques épisodes pour mieux dégager peut-être la personnalité absolument extraordinaire quand même de cette femme, que Sandrine Kiberlin incarne d'une façon que je trouve assez convaincante. Enfin, c'est une lecture, personnalité vraiment hors du commun. Alors, vous pourrez interroger tout à l'heure Guillaume Niclou sur les libertés qu'il a prises, puisque après tout, nous sommes quand même dans la revue L'Histoire, dans le ciné-club de la revue L'Histoire, avec des historiens très sérieux. Donc, vous pourrez demander à Guillaume Niclou pourquoi peut-être il a pris quelques libertés avec l'histoire, mais qui ne sont, de mon point de vue, absolument pas dérangeantes, mais qui sont là aussi une lecture, les relations que la tragédienne entretenait avec Lucien Guitry, le grand comédien, père de Sacha, qu'on voit aussi dans le film, il est encore enfant, le rôle qu'elle a pu jouer, la relation qu'elle a pu jouer, l'implication, disons, qu'elle a eue dans l'affaire Dreyfus, et le rôle peut-être un peu exagéré dans l'élaboration du J'accuse de Zola, mais enfin, ça nous donne un portrait qui, je crois, nous force à considérer un peu autrement cette femme, enfin cette liberté, cette femme fantasque, extraordinairement transgressive, dont la réputation a traversé au moins le XXe siècle. Donc, bon spectacle. Évidemment, les gens qui ne sont pas encore des lecteurs de la revue L'Histoire, je vous engage à venir lire les comptes rendus, enfin les chroniques d'Antoine Debec, qui est un historien du XVIIIe siècle, de la Révolution à l'origine, mais historien du cinéma aussi, et qui est notre chroniqueur cinéma à l'Histoire, et qui anime ce ciné-club, et qui sera là ensuite pour discuter donc avec Guillaume Niclou. Guillaume Niclou, là, il se présentera lui-même, qui a 35 ans de carrière, du cinéma expérimental jusqu'au film un peu assez extravagant aussi, autour de Houellebecq, Thalasso, vous avez peut-être vu, qui s'attaque à des sujets vraiment avec beaucoup d'originalité aussi. Donc on comprend que Sarah Bernard lui est plus. Donc bon spectacle, bonne soirée, même si vous n'êtes pas des abonnés de l'Histoire, vous pouvez rester, vous êtes tout à fait bienvenus à la séance qui suit, et merci encore à l'Arlequin qui nous accueille. Merci à vous. Bonne soirée. Et juste avant de lancer le film, vous pourrez visionner la bande-annonce de la pièce de théâtre Sarah Bernard qui a lieu au Palais Royal, le partenaire du cinéma L'Arlequin. Je vous souhaite une belle projection, à tout à l'heure.
bonsoir et merci d'être nombreux en fin d'exploitation du film, plutôt vers la fin, on va dire. Je ne l'espère pas. Oui, pas complètement. Non, ça continue. Ouais. Ouais. Bonsoir. Merci Guillaume Niclou d'être ce soir avec nous pour cette rencontre. Je me demandais d'où venait l'idée de Sarah Bernard. C'est un vieux rêve ou au contraire c'est quelque chose qui s'est fait comme ça par une rencontre C'est une proposition de la scénariste Nathalie Letraux qui s'est intéressée je pense à la personnalité de Sarah Bernard avant de s'intéresser à l'artiste, et puis qui très vite a décidé de se lancer dans une grosse documentation afin de rassembler le maximum d'événements, de détails, d'enrichir une sorte de structure qu'elle allait dessiner un arbre en fait, une arborescence comme ça, afin de dresser un portrait, on va dire traditionnel, de ce pourrait être un biopic en général, c'est-à-dire raconter la vie d'une personne de sa naissance à son décès. Et très vite, en fait, elle a pris le parti de s'intéresser exclusivement à 2 périodes de sa vie pour dresser un portrait. Un portrait qui n'allait pas retracer toute sa carrière, mais qui allait essayer de capter sa personnalité lors de ces 2 événements et de concentrer toute notre attention sur à la fois la période qui entoure l'amputation de sa jambe et puis la journée que lui a organisée son groupe d'amis. Donc voilà, c'est comme ça que la chose s'est peu à peu dessinée et elle m'a régulièrement nourri et préparé à l'éventualité d'en faire un film. Et le choix de ces 2 moments, plus disons un troisième sur la rencontre passionnelle comme ça entre Lucien Guitry et Sarah Bernard, il y a eu d'autres hypothèses, il y a eu comment est-ce que le film s'est progressivement, en tout cas le scénario s'est progressivement fixé sur ces moments un peu clés comme ça? Il y a un énorme avantage concernant Sarah Bernard, parce que finalement, il existe une documentation, qui est une documentation d'abord qui s'inscrit dans ses propres mémoires, et comme elle le dit, elle ment très souvent et avec la plus grande sincérité. Donc c'est à nous aussi de faire le tri et de s'appuyer occasionnellement sur des recoupements d'autres témoignages de contemporains d'elle qui ont écrit, qui relatent certains événements, d'autres courants de pensée, et puis d'élargir au fur et à mesure comme ça et de dresser à la fois des événements qui sont très approximatifs, dont le fantasme cinématographique se greffe et qui permet de cristalliser pour nous un récit, une intrigue. Et là, en l'occurrence, concernant l'histoire amoureuse qui existe dans le film avec Lucien Guitry, on est certain d'une chose, c'est qu'il y avait une amitié sexuelle très, très forte et très prégnante. Et puis ensuite, on a nourri, ce qui a permis, en effet, de dresser un éventail émotionnel la concernant, surtout pour montrer de quelle façon elle pouvait s'engager au travers de ses aventures amicales, mais aussi dans la passion amoureuse. De quelle façon, en effet, elle pouvait se soumettre à cet élan tout en étant la première instigatrice dans toutes ses aventures. Alors pourquoi avoir choisi Lucien Guitry? Il y a à côté les 2 monstres sacrés du moment, c'est ça qui a cristallisé justement cette passion qui est donc assez largement fantasmée. On a des traces de leur lien bien sûr, mais on n'a pas de traces, je crois, de cette histoire d'amour aussi suivie et aussi passionnelle. Oui, c'est un petit peu le pari cinématographique aussi, c'est de proposer une vision et de s'appuyer sur cette relation et de fantasmer, ce qui nous permet, nous, de la révéler le plus possible, en tout cas par rapport à une méthodologie assez empirique et impressionniste. C'est de nourrir progressivement, en fait, voilà, tout ce qui nous a perçu être quelque chose qui nous orientait vers un portrait comme ça, jeté au fusain, quelque chose de beaucoup plus
spontanée en même temps, même si c'est une écriture au long cours, parce qu'il y a un peu deux écoles d'écriture qui me concernent. Donc il y a des films plus longs à élaborer, qui prennent plus de temps, dans une sorte d'élagage progressif du récit, c'est ce qui s'est produit. Mais malgré ça, on essaie toujours de conserver une sorte j'essaie, de fraîcheur et de spontanéité qui nous permet de laisser finalement toutes les fenêtres du récit ouvertes pour faire entrer une espèce de fraîcheur qu'on recherche en permanence, parce que l'outil cinématographique est quand même extrêmement figé dans sa construction économique, ne permet pas d'être aussi libre qu'on le souhaiterait. C'est quand même un emploi où on vous demande d'avoir du talent à heure fixe et de répondre à des obligations qui obéissent à une infrastructure extrêmement rigide. Donc le film d'époque en fait partie. C'est très compliqué dans le film d'époque d'essayer de retrouver cette liberté. Je l'ai et je me replonge à l'intérieur de cette liberté le plus souvent possible, au travers de la trilogie avec Houellebecq, au travers de films plus expérimentaux. Mais cela, j'essaie malgré tout de toujours me libérer un espace de liberté à l'intérieur de cette contrainte. Et dans le récit, c'est pareil. C'est-à-dire de nous permettre aussi de nous évader et finalement de nous affranchir à un moment donné de cette vérité historique, de ces événements extrêmement factuels qui sont rapportés dans une documentation très précise, pour finalement se servir de cette chose comme d'un socle, d'un terreau, qui allait ensuite nous permettre d'explorer des zones qui sont beaucoup, beaucoup moins précises et qui appartiennent plus à l'ordre d'un ressenti. Alors sur le film historique, sur ce genre de film historique, il y a donc cette sorte de reconstitution comme ça de ce moment belle époque, qui est extrêmement riche, foisonnant. Là encore, il y a eu tout un travail, j'imagine, de documentation, de recherche de lieux précis, comme ça, qui permettent comme ça d'évoquer ce moment. Oui, et en même temps, de s'en affranchir à un moment donné. C'est-à-dire de mettre de l'électricité chez elle, alors qu'en effet, on était... Il y a quelques anachronismes comme ça. Balbutiement, dans les rues ça existait, mais évidemment pas chez tout le monde, comme d'introduire des tableaux de Munch qui n'étaient pas encore peints, des tableaux de Monet. Bon, c'est aussi une façon de l'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus moderne que cette extinction un peu romantique, fin 19e, c'est-à-dire de l'engager déjà sur un terrain du renouveau, et qui nous correspondait être un petit peu plus dynamique. On a presque l'impression d'un côté presque art déco, un peu, en tout cas, année 20, quoi, année folle. Oui. Quoi, Oui, les prémices de quelque chose qui bouillonne un peu et qui nous semblait plus juste avec son tempérament et avec cette dynamique extrêmement exaltée, un peu chien fou, ni Dieu ni maître, enfin quelque chose d'assez révolutionnaire aussi, même dans sa posture féminine, dans ses engagements et dans son côté assez punk finalement, de ce que je percevais et de ce que la scénariste a exploré progressivement. Assez punk, il y a ce côté extravagant en tout cas, voilà, quelque chose qui à la fois correspond complètement à la légende qu'on a de Sarah Bernhardt, le cercueil dans lequel pouvaient dormir les animaux sauvages autour d'elle, et en même temps qui ici prend un sens, je dirais, assez anticonformiste, et puis d'un discours politique conscient, assumé comme tel. Oui, puis la façon dont elle investit le territoire créatif aussi. C'est la première fois qu'une femme s'empare de l'écriture d'un autre pour le modifier, s'arroge le droit de diriger des théâtres, de couper des décors et des costumes également, de décider elle-même ce qu'elle fait de son argent, d'avoir un enfant avec un père qui n'existe pas. Voilà, elle mène un peu sa vie comme bon lui semble, donc il y a quelque chose d'assez captivant dans la façon dont elle s'affirme et dont elle ose finalement, et pas du tout par volonté féministe, le mot il n'existe quasiment pas à l'époque, il n'est pas. Donc c'est juste une façon d'affirmer que elle entend mener sa vie, voilà, à sa façon, et parfois contre une forme de bienséance. C'est assez étonnant, finalement, de voir aussi comment
d'une certaine façon, elle a révolutionné le jeu théâtral. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à la nouvelle vague en même temps, parce que on parle souvent de la nouvelle vague, tu connais bien le sujet, mais c'est d'abord une révolution technique avant d'être une révolution intellectuelle, cinématographique. C'est l'outil. C'est cet outil qui nous a permis, enfin, qui leur a permis à tous ces cinéastes de quitter les studios et de s'approprier et de démocratiser le... Et elle a fait quelque chose qui était un petit peu de cette façon lié au théâtre, mais à son corps, c'est-à-dire qu'elle s'est libérée de l'emprise du corset. Et libérer son corps de l'emprise du corset, ça a libéré son diaphragme. Ça lui a permis de jouer, de se tenir différemment, d'avoir une posture différente. Donc elle s'est sortie du jeu théâtral, en fait. Elle a trouvé une liberté, et c'est ce qui a fait aussi l'étonnement des gens. C'est ce qui a permis, d'un seul coup, à s'ouvrir et à permettre au 10e rang d'avoir une émotion que peu de gens avaient à l'époque. Parce que d'un seul coup, elle avait la capacité d'envoyer à la fois sa voix et puis toute la richesse et tout ce qui faisait qu'elle avait un don, d'une certaine façon, c'est qu'elle était douée pour mourir sur scène. Et que lorsqu'elle agonisait, elle parvenait, en effet, en ayant libéré tout ce qui concernait ses outils de jeu, une émotion qui pouvait atteindre et toucher un maximum de gens. Donc c'est une forme de révolution de jeu aussi. Alors c'est des prémices peut-être de Stanislavski, de l'Actors Studio, où il fallait puiser dans sa propre réserve émotionnelle, de jeu, et c'est ce qu'elle a souvent fait. Elle a souvent, évidemment, elle sortait complètement. Bon là, de multiples témoignages là viennent corroborer la façon dont elle s'investissait dans un rôle et la façon dont elle mourait. Les gens venaient la voir mourir. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a souhaité démarrer le film dans une procédure de jeu inversée, parce qu'évidemment qu'elle ne jouait pas de façon aussi underplay qu'on l'a vu là au début du film. Mais d'une certaine façon, il est impossible de la faire jouer aujourd'hui comme elle jouait à l'époque. On ne pourrait pas reconstituer, enfin on pourrait, mais ce serait sans doute un peu ridicule. C'est un autre film qui aurait des vertus historique et qui prétendrait avoir... archéologique. Voilà, c'est ça, une volonté ultra, presque documentaire, quasi documentaire, de restituer à la fois le timbre et la façon exagérée dont elle portait son jeu. Là, on a décidé finalement d'actualiser ce jeu simplement pour délivrer le sentiment d'une intériorité et la façon dont elle vivait ces événements. Il y a quand même un principe, c'est-à-dire qu'on la voit mourir sur scène, on va dire, dans ses premières minutes, et ensuite on ne la voit plus du tout sur scène, sauf dans des formes de répétition ou des formes de choix de scénographie, de décors, de costumes, mais il y a cette volonté que le théâtre soit pas sur scène, mais d'une certaine manière dans sa vie, quoi. C'est ça qui est important, c'est que le théâtre, c'est une manière de vivre, d'être entouré comme ça de cette sorte de troupe, plutôt que de reconstituer des moments de théâtre sur scène. Oui, c'est ça. Tu as fait la question et la réponse en même temps. Donc, c'est agréable en tout cas de se dire qu'on peut le percevoir de cette façon. Parce que d'une autre façon, le film peut être assez clivant. Parce qu'il s'interdit en effet, à la fois il y a une espèce de distance vis-à-vis du biopic, mais aussi de distance vis-à-vis de ce qu'est l'actrice. L'intérêt du film porte plus sur la personne et moins sur l'actrice, sur la façon dont elle explorait le jeu et la façon dont elle s'emparait des choses pour toucher le public. Cette partie-là, c'est un autre film en fait. Nous, on s'est plutôt intéressé à des moments de vie à la fois heureux et dramatiques, même si dans le bonheur il y a du malheur, et dans le malheur il y a du bonheur aussi. Donc c'est cette façon de mêler les deux pour tisser quelque chose de très poreux entre ces deux mondes-là de sa vie, en ayant le sentiment d'avoir capté quelque chose, mais qui n'appartiendrait pas à un précis historique, en fait. Ce qui est capté aussi, c'est un milieu, quoi. C'est ce côté bande, ce côté collectif, comme ça, où la parole circule, où le rire circule. Parfois d'ailleurs un rire assez méchant, assez cruel, hein, qui peut être, mais qui en même temps constitue vraiment une sorte de groupe, quoi, presque à la fois d'adulateur et en même temps, c'est un côté un peu vanneur qui aussi la met un peu à distance. Hein. Elle apparaît aussi parfois un peu ridicule, elle est moquée d'ailleurs par certains. Oui, mais je crois
crois que c'est ce qui nous fascine aussi dans les personnalités, c'est le côté obscur qui inévitablement nourrit ce qui émeut. Donc c'est le versant un peu côté obscur de la médaille. C'est ça qui rend la personne passionnante. C'est de savoir que les deux sont liés et que l'une sans l'autre finalement supprime une partie de l'efficacité. Quand je dis de l'efficacité, de la sincérité ou de ce qui nous touche. Donc oui, c'était en effet de ne pas édulcorer cette partie-là, à la fois provocante, agaçante, emportée, colérique, injuste, orgueilleuse. Très drôle quand même. Alors drôle, et puis aimante, et puis passionnée, et puis investie, et puis... Bon, c'est finalement ce qu'on rêve de connaître comme amitié un jour. Ce sont des personnes qui vous remplissent en fait, à la fois qui peuvent être et qui sont de véritables vampires émotionnels, mais c'est en même temps très nourrissant. Ça nous éloigne d'une vie un peu tiède et de rapports très édulcorés. Et c'est aussi quelque chose qui provoque et qui provoque de la haine. On voit d'ailleurs une sorte de violence à son égard, cette sorte d'attentat, à un moment, la putain juive, comme ça. C'est aussi un personnage qui a cristallisé comme ça les haines Belle Époque. Oui, on est quand même dans un antisémitisme très répandu qui, en effet, a un point d'accroche assez évident, assez facile, parce qu'en plus c'est une femme qui s'expose, et c'est aussi une femme qui s'exporte. C'est vrai que c'est une figure emblématique, elle était la représentation française, et sans doute la personnalité mondiale qui était la plus reconnue à cette époque. Les tournées duraient 1 an, 2 ans, partait, elle occupait 3 wagons, elle traversait l'Amérique du Sud, du nord au sud, et encore aujourd'hui des théâtres portent son nom, c'est ce qui est très, très étonnant. On voit à quel point, en effet, la trace perdure, et quelque chose d'une forme iconique qui reste extrêmement présente. Et ces moments, je dirais, de tout d'un coup de cristallisation historique autour de l'affaire Dreyfus, par exemple, c'est des choses dont on a des témoignages. Là aussi, c'est comment est-ce que ça a été travaillé dans le film, cette interconnexion, en quelque sorte, avec l'histoire, le fond, le contexte historique. Je parle un petit peu au nom de la scénariste qui, elle, s'est penchée sur cette fameuse entrevue qu'elle avait eue avec Zola, un peu avant que les choses se déploient. Donc voilà, c'est ce tissage progressif où, avec une forme de recoupement et puis d'ossature qui permet de planter des éléments, on arrive à dresser comme ça une sorte de rencontre qui permet de se dire qu'en effet, elle a activement participé à l'engagement de Zola à ce moment-là, sans lui dicter ce qu'elle avait à écrire. Mais elle fait partie intégrante, en effet, de cet engagement, et dans l'élan où elle a pu, en effet, permettre, en tout cas à Zola, de s'engager dans la cause. Bon, on ne peut pas parler du film, alors je vais vous donner la parole évidemment, mais sans parler des acteurs, Sandrine Kiberlin, Laurent Lafitte, puis tout le monde. Ça, c'est vraiment assez impressionnant dans la manière dont le film est aussi une sorte de document sur la manière de jouer des acteurs, quoi. Alors, bon, j'imagine que Sandrine Kiberlin est est dans le film dès le début. Comment est-ce que ça s'est passé? Le travail aussi à la fois scénaristique, puis ensuite la préparation du film, les grands principes de jeu. Est-ce qu'il y avait des consignes particulières, des discussions là-dessus? Pour répondre en premier à cette question, c'est une procédure un petit peu particulière, parce que je travaille d'une manière qui n'est pas très rassurante pour un acteur qui souhaiterait avoir un échange au long cours avec un réalisateur qui pourrait éventuellement la guider, l'aiguiller, répéter, faire des lectures. Je ne pratique pas cette méthodologie. Je pars du principe que si je propose un film à une actrice ou un acteur, elle est le personnage.
c'est la réciprocité du fait que si elle accepte, elle sait qu'elle est le personnage, elle est d'accord. À partir de ce moment-là, on aurait presque plus à se parler. Le plus important reste le costume, la coiffure, et cette sorte de tonalité qu'on va trouver ensemble, qui va nous permettre de nous accorder, et puis de se faire confiance. Alors, se faire confiance, c'est un peu trouble, comme idée, comme ça, c'est un peu vague, mais on n'a jamais répété, on n'a pas fait de lecture, on a tourné autour du pot, pour mieux parler du noyau dur, en fait, même radicalement différente. Ça ne veut pas dire du tout que j'adhère pas aux autres, hein, c'est juste de cette façon que je me sens le plus engagé dans le récit, parce que le plus en déséquilibre. Et ce que je recherche, c'est ce danger et ce risque-là. Et ne pas en parler, c'est risqué. Voilà. Et cette part de risque-là, elle rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, notamment dans une zone de confort et de contrôle que le cinéma doit être, par son engagement financier et par ses obligations. C'est aussi pour moi une forme de déséquilibre et de danger à l'intérieur, surtout dans un film d'époque. Donc ça s'inscrit presque naturellement. Et si l'acteur, l'actrice est prête à vivre cette aventure, c'est super, parce que c'est au moment où on fabrique le film que tout se produit. Et on retarde au maximum l'échéance du c'est parti. Et c'est parti, moi, qui m'intéresse. Et là, c'est mon gasoil. Le c'est parti, il est parti quoi, de la scène d'agonie, il est parti d'un moment précis, le premier jour de tournage, oui. C'est son entrée dans le théâtre. C'est la première séquence qu'on ait tournée. En général, j'essaie la plupart du temps, de tourner en totale continuité, de façon à faire rentrer tous les accidents dont on parle. C'est évidemment plus compliqué sur des films qui ont une infrastructure plus complexe. Mais en général, j'essaie de conserver cet ordre pour que tout ce qui se produit, tout ce qui naît entre nous sur la fabrication de ce personnage, nous puissions en profiter au jour le jour, afin d'en modifier les contours, certains événements. Alors ça ne se ressent pas dans le film, mais c'est juste une façon qui me permet d'être le plus vivant possible au moment où on fabrique. Voilà. Par exemple, sur cette scène d'agonie qui ouvre le film, il fallait se mettre d'accord sur justement ce type de jeu qui n'est pas du tout reconstitutif ou archéologique du jeu de Sarah Bernard. Comment est-ce qu'il y a un accord qui se fait là-dessus? C'est quelque chose précisément, ouais. Elle entre dans la pièce, elle se couche, j'ai mis la caméra, et puis elle démarre, et puis je dis juste plus bas, plus bas, plus bas, moins d'expression, puis ça s'arrête là. Et puis c'est le talent de Sandrine, parce que j'en reviens à l'autre question, c'est pourquoi Sandrine? Parce que Sandrine, c'est une des actrices qui s'est imposée très vite lorsqu'on a mesuré l'amplitude émotionnelle que le personnage allait avoir, où elle devrait passer du rire aux larmes en l'espace de quelques minutes, voire quelques secondes des fois, être dans des élans de comédie en même temps de drame, avec une spontanéité, une espèce de proximité évidente qu'ont certains acteurs, certaines actrices avec le spectateur. Il y a des connexions comme ça très évidentes. Ou si vous mettez, je ne sais pas, Catherine Deneuve et Sandrine Kiberlin, Catherine Deneuve, il y aura quelque chose qui ne va pas forcément vous aspirer, vous serez connecté dans une espèce de fascination, et puis vous irez peut-être plus directement serrer la main de Sandrine, parce que naturellement, Catherine, même si ce n'est pas le cas intimement, provoque cette espèce de... Donc voilà, il y a une proximité qui s'inscrivait tout de suite avec Sandrine, qui nous semblait évidente.
Et parce que, en la rencontrant, je ne la connaissais pas avant, on s'est rapidement mis d'accord sur cette économie de mots que j'installe très vite en préambule de toute collaboration. C'est que je le dis tout de suite que c'est une procédure un peu particulière, afin de ne pas être berné ou de ne pas se décevoir l'un et l'autre. Et si on est connecté sur cet engagement-là, bah après c'est très très agréable. Enfin, c'est pas le mot agréable. Parce que si c'est agréable, c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, c'est trop reposant. Si ça devient presque routinier. Et c'est stimulant. Voilà, c'est très stimulant parce que on n'en sait pas trop l'un et l'autre. Et il y a une recherche qui s'opère. Il y a quelque chose où on essaie de se surprendre en permanence. Et c'est ça qui est très excitant finalement. C'est ce qui était. Alors, je fais un parallèle, encore une fois, avec des films très antinomiques à cela, mais c'est le cas d'un film comme Dans la peau de Blanche Houellebecq, où on ne peut que se surprendre en permanence. Moi, c'est ça aussi que j'essaie de ramener. C'est un peu de ces expériences-là que j'essaie d'injecter dans un film plus traditionnel. Parce que là, en l'occurrence, pour moi, l'enjeu, c'est de m'intéresser à la problématique romanesque, comme celle du mélodrame avec La Petite, qui sont des films de facture, je dirais, beaucoup plus normalisés. Mais c'est cette forme-là. Là, d'un seul coup, je me pose sur ce genre et je me dis, comment je vais me démerder de ça? Parce que c'est pas mon sujet, c'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est l'expérimental, pour moi. Alors, de quelle façon je vais expérimenter ça? C'est quelque chose que je m'impose avec une figure qui m'intéresse, une figure féminine très puissante, très forte. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais me débrouiller? Dans le côté troupe, il y a beaucoup d'acteurs de théâtre aussi. Alors ouais, j'aime beaucoup Sylvain Creusot, en Edmond Rostand, qui est vraiment une figure théâtrale importante aujourd'hui. Et puis plusieurs, il y a pas mal d'ailleurs d'acteurs de la comédie française. C'est un choix aussi, ou c'est pourquoi? Alors il y a quelque chose qui me lie à certains acteurs dont on a parlé, notamment Sylvain Creusot, qui est un metteur en scène de théâtre que je fais tourner depuis assez longtemps, depuis un film qui s'appelle La Clé, et qui avait un rôle important aussi dans ma série Il était une seconde fois, avec Gaspard Huliel. Donc voilà, il y a des gens que je prends beaucoup de plaisir à retrouver, comme Clément Hervieux-Léger, qui avait joué le rôle aussi d'un transsexuel dans un film que j'ai fait qui s'appelle La Reine des Cônes, dans une collection de films noirs. Et il y a Igual, il y a des acteurs comme Laurent Stocker, en effet, qui sont Laurent Lafitte, on en a parlé, qui sont des acteurs de la comédie française, comme Sébastien Poudroux également. Donc il y a un effet de troupe, où il y a quelque chose d'assez... il y a une collégiale comme ça, assez réjouissante de les voir travailler ensemble et d'être dans une dynamique très théâtrale. Oui. C'est-à-dire qu'on est ensemble et on répète ensemble et on est sur une sorte de scène, de plateau, et on malaxe cette matière verbale et on essaie de trouver une façon d'organiser des déplacements. Ce qu'on appelle presque une écriture de plateau en théâtre, et que pratique pas mal Creusot d'ailleurs. Oui, mais que faisait aussi Marcel Pagnol. Oui, et peut-être Sarah Bernard d'ailleurs. Aussi, peut-être, oui. Et Guitry aussi, ouais. Au revoir, messieurs, dames. Alors, on va vous passer la parole. Il y a un micro qui circule. Alors, il y a une question. 2 questions. C'est quoi le budget du film? Je crois qu'il est aux alentours de 5 millions. Merci. Et monsieur à côté. D'euros, hein. Bonsoir. Je voulais vous féliciter parce que vous avez fait découvrir notre première star internationale. Parce que je tiens à vous le dire, Sarah Bernard, c'était
sûr, il y a des théâtres, bien sûr, il y a ceci, mais personne ne connaissait l'histoire de la véritable histoire de cette femme. Excusez-moi, mais voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous féliciter, parce que j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à s'y mettre, à travailler sur Bernard, sur Sarah Bernard. Voilà. Merci. Merci. Alors, d'autres questions? Je voulais juste peut-être savoir un peu les lieux. Je crois que j'ai reconnu l'hôtel de la Paiva. C'est Oui. ça? Ouais, à Rambas-des-Champs, là. Ah mais non, finalement, j'ai Non, pas c'est tourné. pas là. Non, finalement, j'ai pas tourné. D'accord. J'avais l'impression Oui, d'avoir il y a eu- reconnu. oui, on aurait pu croire, mais en effet non, c'est l'opéra comique, et puis j'ai eu la chance de pouvoir investir en fait un très grand château, dont la propriétaire venait de décéder. C'était une héritière d'une très grande famille propriétaire qui vivait encore dans ce château. Elle avait plus de 100 ans, et le château n'avait pas bougé en fait. Il était resté dans un jus concernant les murs qui nous a permis de l'investir ensuite et de s'en servir finalement comme d'un studio. C'était l'investissement d'un studio à l'intérieur d'un décor réel, ce qui peut arriver parfois, ce qui est assez passionnant parce que vous avez à la fois la contrainte du décor et l'ambition de trouver votre espace de liberté à l'intérieur. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que j'affectionne, c'est de me retrouver coincé à l'intérieur d'un endroit. Même si l'endroit n'a pas de limite visuelle, que ce soit une jungle, la mort, un hôtel, ou les couvents. Donc c'est ce que le film montre aussi, c'est une forme d'enfermement. C'est les deux lieux, les deux époques choisies. Le film se passe dans un monde clos, d'une certaine façon. Donc clos et prisonnier aussi des sentiments, prisonnier d'une situation anatomique. Est-ce qu'on s'amuse en tournant un film comme ça, un film d'époque, avec un budget, on peut s'amuser aussi? Oui, on peut s'amuser. Ah oui, et on s'amuse. Oui, bien sûr. On s'amuse, on travaille sérieusement, mais on peut déconner, on peut tout à fait... oui, on explore, mais pas dans la rigidité, pas dans l'ennui, pas dans une rigueur qui paralyserait. Donc oui, heureusement, il y a beaucoup de vie à l'intérieur du sérieux des tissus et de l'aspect contrôlé de l'image. Il y a beaucoup de plaisir, oui, beaucoup de plaisir. Ce qui n'interdit pas la complexité et la réflexion pour fabriquer, essayer d'obtenir ce qu'on souhaite. Heureusement. Oui. Merci beaucoup. J'ai vu le film pour la deuxième fois ce soir. J'avais vu à Pessac et je l'ai revu avec autant de plaisir. Je me suis demandé d'où venait l'idée de ce rire. Antoine, tu disais, est-ce qu'on s'amuse? Le rire de Sandrine Kiberlin, enfin, c'est un rire quand même, c'est un rire qu'on n'entend jamais chez elle. Enfin, Oui. Qui a eu cette idée-là? Enfin, d'où il sort ce rire? C'est elle, le rire a jailli à un moment donné. Elle en a été elle-même surprise. Et elle a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je lui ai dit, c'est bien, super, gardons-le. Et c'est Sarah Bernard, oui. Donc le rire est devenu une marque de fabrique pour Sandrine. On a l'idée de la manière dont Sarah Bernard riait? Je ne sais pas, dont elle s'exprimait, oui. La première fois que je l'ai entendue, c'est à la maison Jean Cocteau, où il y avait dans une petite alcôve sa voix qui passait comme ça en boucle, comme du Steve Reich, en répétition, comme ça. C'était une boucle chantée, comme ça, très... Mais je ne crois pas l'avoir entendu rien. Pas de souvenir. De Guitry, aussi à Belle-Île, c'est Oui. Elle ne rit pas. Je ne l'ai pas entendu. Peut-être qu'il existe, ce rire, mais... C'est trop vague. Alors, il y avait une autre question. Oui. Attendez.
Bonjour, merci. Bonjour. Je voulais savoir si les dialogues étaient écrits ou improvisés ou moite-moite. Totalement écrit. Là. Totalement écrits. Oui. Non, parce que vous avez l'air de dire que vous cherchez chez les comédiens une liberté, une part d'improvisation, etc. Mais ils ont la contrainte alors de dire le texte au rasoir. Alors, pas la contrainte, parce que moi je suis toujours très demandeur d'une amélioration et de quelque chose qui est... Le scénario est tout à fait perfectible et il n'agit pas comme une Bible qui ne devrait pas être... Au contraire, moi ce que j'apprécie c'est d'être dépossédé. C'est ce que je réclame en fait. Voilà, que les choses ne m'appartiennent plus, afin que l'acteur, le décorateur puisse lui-même me déplacer, me transporter dans des zones qui n'étaient pas forcément volontaires ou prévues. Donc, malgré tout, sur ce film aussi, on a un texte extrêmement précis et réfléchi de la part de la scénariste, sur lequel on a procédé à des ajustements, à des petites trouvailles qui tiennent du jeu au moment où on commence à faire vivre la séquence. Mais la grande majorité du texte est évidemment très écrit. D'accord. Et moi j'ai été émerveillée par le décor, sauf qu'il est assez envoûtant. Est-ce que c'est vous qui l'avez souhaité ou est-ce que vous avez travaillé vraiment en collaboration avec les décorateurs et il y a eu une part qui est venue chemin faisant? Oui, je l'ai souhaité, mais ce n'est pas moi qui l'ai mis en pratique. On a énormément travaillé avec le directeur artistique qui est Olivier Rado, la créatrice des costumes qui est Anaïs Roman. Donc ce sont eux, vraiment les travailleurs forcenés de ce que vous voyez dans l'image. Et puis avec Yves Kep et puis Romain Fisson qui sont les personnes de l'image qui ont permis à ce que le film existe sous cette forme. Donc moi j'ai le dernier mot, je dis ça oui, ça non. Mais, oui, bien sûr. Mais c'est ce qui est extrêmement particulier avec l'art cinématographique. C'est-à-dire que, sauf si vous faites un film tout seul en faisant l'image, le son avec une caméra que vous portez vous-même, vous avez besoin des autres pour créer. Et on a beau être le pire des dictateurs sur un plateau de cinéma, on aura toujours besoin des autres à partir du moment où on rentre dans une mécanique de fabrication. Donc on peut travailler dans le conflit, il y en a qui aiment, il y en a que ça mobilise des énergies, on peut travailler dans la confiance, dans la douceur, ne pas parler, tourner le dos à tout le monde, rester derrière son combo, ou au contraire essayer d'explorer des zones où on discute un peu, où on ment. C'est un jeu assez vicieux, le rôle de cinéaste. On essaie de mentir le plus sincèrement possible, comme Sarah Bernard, donc il faut être assez joueur aussi, quelque chose d'assez... oui, c'est un jeu quand même, ce qu'on vous propose aux spectateurs. C'est une séance d'hypnose. C'est jamais gratuit. Comme chez le psy. Il vous aide à voyager, il explore avec vous ce qui s'est passé dans le sommeil, mais c'est la déconnexion temporelle, c'est ça qu'on essaie de chercher. C'est ce qu'on essaie de produire quand on tourne aussi. C'est d'oublier le temps. Et puis le moment où vous rentrez pour vous asseoir, c'est aussi ça. C'est d'oublier le temps. Ce qui est malheureux, c'est quand on s'emmerde. Alors parfois, il y a des emmerdements qui sont récompensés. Parce qu'on peut voir un film et puis, oh c'était bien, et puis évidemment, 2 minutes après, on ne sait même plus ce qu'on a vu. On ne se souvient même plus de la dernière image. Parce qu'il m'ennuierait si là, maintenant, si je vous demandais quelle est la dernière image du film, évidemment, vous ne vous en souvenez pas, c'est compliqué. J'espère que vous vous souvenez de la première. On ne sait jamais. On ne sait jamais.
Mais la dernière, vous vous en souvenez, la dernière image? Moi, je suis pas sûr, vous voyez, je réfléchis. Mais bon, j'ai un alibi, hein, j'ai tourné un autre film entre-temps, j'en prépare un autre. Bon. Mais des fois, c'est pas évident, hein, je vous assure. Oui. Les animaux. Oui, alors les animaux, comme ça de... Un lynx. De quelle région, vous voulez dire? À la fois la véracité de... Oui, la véracité du lynx et de... C'est un opossum, c'est quoi? Non, c'est pas. Et du serpent, est-ce que c'était à ce point-là C'était pire que ça, oui. Et puis, est-ce que c'est un zoo? Est-ce que c'est... Enfin, voilà. Elle avait un caïman, je crois. Ah oui. Ouais, qui avait mangé son chien, en fait. Et c'était pas un lynx qu'elle avait, c'est une panthère. Donc voilà, vous voyez, on joue avec certains parallèles, mais qui ne sont pas très très éloignés. Elle avait des singes, elle avait évidemment beaucoup d'oiseaux. Oh, elle était très proche, en effet, d'un univers animalier. Et on ne vivait pas le cadre des zoos comme évidemment aujourd'hui. C'était pas, même si ça a tendance à disparaître, c'est plutôt une bonne chose. Mais je pense que c'est compliqué d'arriver encore aujourd'hui à accepter l'idée que les animaux ne sont plus exploités comme ça l'a pu être à un moment donné. Donc on fait là pour le coup on a fait appel à une animalière qui est quelqu'un qui travaille très très bien, qui est très proche de ses animaux, qui s'en occupe très bien. Et pour les serpents, je crois qu'elle avait des serpents aussi. C'est un vrai, vous voyez. C'est la seule chose dont elle avait réellement peur, Sandrine. Elle a peur qu'un animal soit du serpent. Donc je ne lui ai pas dit tout de suite. Et puis elle ne voulait pas le tourner avec le serpent. C'est la première fois qu'elle a dit non, ça je ne le ferai pas. Puis bon, on discute. Ma fille était là, elle a le serpent autour du cou. Bon. Du coup, ça a un petit peu relâché le... Parce qu'elle le fait très bien. En fait. Bon, elle a dit, merde, si la gamine le fait, je vais le faire aussi. Donc ça s'est un peu assoupli. Et puis après, après, ça se retrouve à l'écran, et puis il suffit de faire une prise pour que ça suffise, finalement. Parfois, il ne faut pas essayer de reproduire à l'infini des choses qui marchent très bien la première fois. Oui, peut-être une dernière question. Attendez, le micro arrive. D'abord, merci beaucoup pour le film. Et ensuite, j'aurais voulu savoir si la fête, la soirée, donc, qui est quand même un peu le clou du film, elle a vraiment existé, ou alors si vous l'avez mise en scène pour les besoins cinématographiques donc du film. Elle a existé, et elle a existé parce que ses amis trouvaient qu'elle n'était pas reconnue à sa juste valeur, et ce sont ses amis qui ont décidé de faire cette journée, en fait, Sarah Bernard. Donc elle a réellement, en effet, existé. Le programme de la journée existe. Le poème d'Edmond Rostand aussi. Oui. Le diamant que lui a offert Victor Hugo existe aussi. Mais pas aussi pire donc, que dans le film. Qui était pire? La soirée. Ah, la soirée. Non. Mais elle s'appuie sur là, pour le coup, d'une vérité qui est recoupée de nombreux OP, c'est qu'en effet, Lucien Guitry avait une relation avec Charlotte Lisès, qui était une actrice de l'époque, qui ensuite s'est mis en ménage avec son fils, avec Sacha Guitry. Donc ça résonne quand même de façon troublante avec des événements d'aujourd'hui aussi, où on a vu des pères être abandonnés par une jeune femme pour aller avec le fils.
On s'y fera pas de nom. Mais voilà, donc c'est quelque chose d'assez universel et intemporel aussi, ce type de situation. Donc voilà, il y a des choses qui glissent d'une décennie pour se retrouver parfois un peu déplacées, mais qui viennent, comme tu disais, cristalliser des moments qui nous permettent de révéler un peu plus sa personnalité et d'offrir un portrait croqué, qui est un peu une antithèse d'un récit qui présenterait un biopic, en effet, où on déplierait l'éventail global. C'est un autre parti pris. Merci vous beaucoup. avez filmé toute la rencontre? Ouais. Merci. Parce que j'ai cru que vous preniez des photos, en fait, et là je viens de m'apercevoir qu'en fait vous avez filmé toute la rencontre. Exactement. C'était pas un problème. C'est pas un problème. Merci beaucoup. Je vous aurais consulté après, de toute manière. Merci Guillaume. Mais merci à vous. Diclo. Merci à vous. Merci. Et je voulais juste signaler le prochain Ciné-Club de l'Histoire qui a lieu dimanche prochain. Alors on va se déplacer, on ne sera pas à l'Arlequin, on va être pas très loin au Saint-Germain-des-Prés, avec Arnaud Desplechin à 16h dimanche qui vient présenter Spectateur, son nouveau film, voilà, sur les spectateurs de cinéma. Merci beaucoup. Je voulais signaler, puisque vous êtes encore là, que monsieur a écrit une très belle biographie sur Jean-Luc Godard, que je vous encourage à consulter